Pardon. On va On est là? reprendre. L'événement Je va m'étais commencer tout de déconnecté. suite. Bonsoir. On a eu un petit problème dans l'événement, donc on va devoir tout reprendre. Brice, bonsoir à nos participants qui sont tous connectés. On a eu 4 petites minutes de retard suite à un petit incident. Donc bonsoir et bienvenue à tous dans ce webinaire questions-réponses consacré au SCPI et notamment comment réussir son investissement en SCPI. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos deux intervenants experts en la matière qui nous parleront des SCPI et de leur fonctionnement. Donc, au cours de cette session, vous apprendrez davantage sur les SCPI. Vous saurez comment réussir votre investissement et quels sont les pièges à éviter. Pour clôturer, vous découvrirez 4 stratégies d'investissement. Donc, sans trop tarder, rentrons dans le vif du sujet. Je laisse la parole à nos intervenants. Et en ce qui concerne les réponses, en ce qui concerne les questions-réponses, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions pour des raisons pratiques. Nous traiterons tout ça à la fin du webinaire. Donc, passons au vif du sujet. J'invite nos intervenants, Brice Moulin et Manuel Villanueva, à prendre la parole et à se présenter eux-mêmes. Oui, alors on va passer rapidement sur le cadre des présentations parce que je ne sais pas à quel moment on a été coupé. Oui. Je me suis présenté il y a 2 minutes, mais du coup, je préfère entrer dans le vif du sujet plutôt que de faire perdre du temps aux participants. Voilà, il est 19h06, je vous propose de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Pour ceux qui veulent nos références, que ce soit sur le club de l'investisseur ou au sein du cabinet VIA, n'hésitez pas à vous rendre sur Internet. J'ai mis derrière moi la page du site du club notamment. Donc les SCPI, peut-être que c'est de la redite pour ceux qui n'ont pas été coupés, Société civile de placement en immobilier, ce sont des sociétés qui ont pour objectif d'acheter, détenir et louer un patrimoine immobilier pour le compte d'investisseurs. J'avais pris l'image suivante, selon laquelle, en tant qu'investisseur, lorsqu'on dispose d'un capital, eh bien, on peut se poser la question de comment investir. Traditionnellement, on va acheter un bien immobilier dans lequel on va mettre un locataire. Ça, c'est la fonction première de l'investissement immobilier. On pourrait tout à fait décider, nous tous, aujourd'hui, au sein de cette visioconférence, eh bien, de se réunir au sein d'une seule et même société, une SCI par exemple, Société civile immobilière. L'objectif ici, c'est d'avoir de plus gros moyens financiers pour investir non pas dans un seul bien avec un locataire, mais à travers des dizaines, voire des centaines de biens immobiliers différents, à travers des centaines de locataires différents. Voilà grosso modo ce qu'est une SCPI. C'est une grosse CCI qui va réunir beaucoup d'investisseurs pour acheter de l'immobilier et percevoir les revenus locatifs. Oui, je vais rebondir, Brice, si vous me permettez, pour compléter. En effet, c'est de l'immobilier. C'est que de l'immobilier. À minimum 95%, la réglementation l'exige. Alors c'est vrai que quand on a un filtre de société, bien souvent, on a tendance à s'y perdre un peu. Mais on pourra systématiquement faire un parallèle sur cette classe d'actifs. C'est-à-dire ce type d'investissement, c'est l'immobilier, la réglementation nous l'impose. Et je parle de réglementation, ça fait deux fois que j'utilise ce mot. C'est pas anodin. C'est que contrairement à une SCI, une société civile immobilière familiale, que l'on peut créer entre quelques amis et membres d'une famille, là on est sur un véhicule institutionnel contrôlé par l'autorité des marchés financiers, une réglementation très stricte qui impose des règles de transparence des plus pointues sur la place française, je peux peut-être même dire, aller avec beaucoup de vanité patriotique sur la place internationale. C'est l'immobilier de rapport, c'est pas l'immobilier de jouissance. C'est peut-être un des points les plus marquants et les plus différenciants avec l'immobilier traditionnel, c'est-à-dire que jamais vous n'habiterez dans un des biens immobiliers de cette SCPI, jamais vous n'utiliserez un des actifs qu'il y a à l'intérieur. Alors là aussi, j'ai dit habiter volontairement, parce que la plupart des SCPI, et je pense que Brice va reprendre la main dans quelques instants pour nous les détailler, mais la plupart des SCPI investissent peu dans l'immobilier d'habitation. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand on a des possibilités de plusieurs centaines de millions d'investissements tels que les SCPI, on n'investit pas dans la classe d'actifs la moins rentable. On va là où c'est rentable pour le souscripteur, pour l'investisseur, c'est-à-dire les bureaux, le commerce, la santé, la logistique, les tertiaires, etc. Donc, c'est de l'immobilier de rapport. L'objectif d'une SCPI, c'est d'investir dans l'immobilier et de dégager un revenu locatif récurrent qui sera versé sur le compte chèque de l'investisseur. Investisseur peut être une personne physique, une personne morale. On va là aussi revenir
plus en détail sur les différentes possibilités d'investissement qui s'offrent à nous. Brice, je vous retends le micro. Alors, classiquement, si on devait retenir un terme qui devrait les définir, ça serait la diversification, clairement. Puisque lorsque vous investissez dans une part de SCPI, en réalité, vous allez investir à travers un patrimoine immobilier déjà constitué et en cours de constitution également, dont à travers plusieurs centaines de biens immobiliers, on l'a dit en introduction, et donc à travers plusieurs centaines de locataires différents. Le tout, comme l'a dit Manuel, à travers différents secteurs d'investissement, puisque les SCPI ont tout loisir pour investir à la fois dans des biens d'habitation, mais également dans des biens professionnels. On comprend pourquoi, puisqu'on parle de SCPI de rendement, dont on vient chercher des actifs patrimoniaux qui vont chercher un rendement supérieur à ce que l'on peut trouver dans l'habitation, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on entend souvent parler de SCPI qui investissent dans des bureaux, dans des commerces, dans le secteur hôtelier, on peut en trouver dans des parkings, dans la santé, dans l'éducation, etc., etc. Donc voilà, grosso modo, la diversification, c'est vraiment le maître mot lorsqu'on investit dans les SCPI. Et enfin, à travers différents secteurs géographiques, puisque lorsque j'achète un appartement à Toulouse, par exemple, puisque je suis domicilié à Toulouse, eh bien, je vais être soumis au marché immobilier local, le marché toulousain, qui se porte plutôt bien ces dernières années. Mais si demain on devait traverser une crise sur un marché immobilier donné, eh bien, lorsque j'investis 100 000 euros dans un bien, sur un seul secteur géographique, eh bien, potentiellement, c'est mon patrimoine qui va s'exposer en cas de baisse, principalement, eh bien, à ce secteur géographique. Là où la SCPI pourra détenir à la fois des biens immobiliers situés sur Toulouse, sur Bordeaux, sur Montpellier, sur Nantes, sur Rennes, sur Paris, etc. Donc, on opère cette diversification géographique. Et on le voit de plus en plus, ça fera partie de la première stratégie d'investissement dont on va parler tout à l'heure, des SCPI européennes qui vont au-delà de nos frontières nationales pour aller chercher des biens, des actifs et des locataires au-delà de la France. Des SCPI qui vont investir en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, etc., etc. On en parlera tout à l'heure. Voilà grosso modo sur la définition des SCPI, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Quelques chiffres peut-être, parce que je suis aussi un homme de droit, mais un homme de chiffres. La SCPI, ça existe depuis les années 70. La SCPI, c'est un peu plus de 90 milliards d'investissements. L'année dernière, la SCPI, les SCPI, toutes confondues, ont collecté près de 10 milliards d'investissements de la part des investisseurs. Parlons rendement également. La SCPI, c'est un rendement très tunnelisé, très linéaire, issu de ces différents biens immobiliers détenus dans leur patrimoine. C'est des rendements qui sont très constants. On va avoir l'année dernière un rendement de 4,5%. Alors, quand je dis 4,5%, qu'on s'entende bien sur ce que je veux dire. 4,5%, c'est la distribution. C'est ce qui vous a été versé sur le compte. C'est ce que vous avez reçu en loyer, et c'est des loyers. Ça se déclare comme tel. Ça se déclare dans votre impôt sur le revenu comme des revenus fonciers. La preuve, encore une fois, s'il fallait le prouver, que ce sont des actifs immobiliers qu'il y a derrière. Donc, c'est 4,5% en moyenne. Alors, je vais donner une fourchette un peu plus large. C'est entre 4 et 5,5%, ce que l'on retrouve avec un cœur de rendement des SCPI qualitatives, entre 4,5 et 5% de rendement de distribution. Mais là aussi, quand on compare à un appartement, il faut comparer ce qui est comparable. Un appartement, certes, on reçoit un loyer, admettons 12 mois sur 12, même si les statistiques nationales sont plutôt sur 11 mois sur 12, voire 10 mois sur 12 selon les terroirs et les formats d'appartements. Mais admettons 12 mois sur 12, il va falloir défalquer de ces loyers toutes les charges liées aux biens. La taxe foncière, les frais d'agence immobilière, le cas échéant, les frais de syndic, les frais d'assurance propriétaire occupant. Je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert fastidieuse de tout ce qu'un appartement coûte en charge. Donc, je compare nos 4,5-5% à ce montant net, c'est-à-dire les loyers moins toutes les charges. C'est bien ça que l'on compare. Avant impôt, certes, mais c'est bien le loyer net de frais et de charges. On voit donc que quand on compare ce qu'un appartement vous sert versus une SCPI, il y a une différence notable en faveur des SCPI. Et la performance d'une SCPI, c'est certes sa distribution, je viens d'en parler, le loyer qui vous est versé net de ses frais et charges, vous recevez déjà avant impôt et net de cela. Il y a une deuxième source de performance globale dans une SCPI, c'est la valeur, la valorisation des actifs. C'est des biens immobiliers, je le rappelle encore une fois, et un appartement peut prendre de la valeur en plus des loyers qu'il va vous verser.
Vous allez percevoir. C'est la même chose pour une SCPI. Vous allez avoir des loyers qui vont vous être versés, en général à un rythme trimestriel, parfois mensuel sur les SCPI, mais retenons que tous les 3 mois, vous allez recevoir un loyer qui va vous donner un rendement annuel. Mais vous allez également avoir une revalorisation au fil de l'eau des parts des SCPI, puisque les immeubles qu'il y a à l'intérieur sont revalorisés au fil de l'eau de façon très contrôlée par l'autorité des marchés financiers et les instances de régulation. Allez, Brice, je vous repasse une nouvelle fois le micro, après c'est un cartable. Oui, rapidement, du coup, pour revenir sur la rentabilité, vous avez parlé de la rentabilité moyenne. C'est vrai que lorsqu'on observe aujourd'hui les rendements SCI par SCPI, la fourchette est un poil plus large puisqu'on a des rendements nets de frais de gestion, tels qu'ils vous ont été listés, entre 4 et 7% aujourd'hui. Donc, ça en fait un véhicule d'investissement qui, par rapport à ce qu'on appelle le fameux couple rendement-risque, c'est-à-dire quel risque je vais prendre par rapport à un rendement donné, en fait un placement qui est plutôt considéré comme prudent, puisqu'on a cette stabilité, cette récurrence des revenus, mais qui ne se fait pas au détriment de la performance, puisqu'aujourd'hui, quand même, avoir entre 4 et 7% de revenus nets, ça en fait quand même un rendement qui est dans le haut de la fourchette. Voilà. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant, hein, Brice. Vous avez parlé de couple rendement-risque et je me dois, en ma qualité de conseiller en investissement financier, de dire quelques mots là-dessus. On ne mesure un placement et le rendement d'un placement qu'à l'aune du risque pris sur ce placement. On le comprend bien. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers nous donne une échelle qui est une échelle européenne qui va de 1 à 7, 7 étant le plus risqué. On comprend bien qu'on investit dans une PME, dans un capital investissement. Non, 7 sur 7, quand on va investir sur des fonds euros ou des fonds de trésorerie monétaire, on va être en 1 sur 7. Ben, les SCPI sont structurellement à 3 sur 7. Voilà, ça vous donne une idée de ce couple rendement-risque institutionnel de ce véhicule. Ok. Je pense Ah oui, non, c'est pas vrai. J'entendais ma voix autour. Je pense qu'on a bien défini ce qu'étaient les SCPI. De manière concrète, comment investir? Manuel, je vous renvoie la question ici, puisque le club aujourd'hui est simplement là pour informer. Vous êtes la partie professionnelle sur la partie investissement. Je compléterai vos propos. Je vous remercie. On a 2 grandes possibilités d'investissement par le contenant. Et bien sûr, on va subdiviser tout cela en 4 ou 5 grandes stratégies d'investissement. Le contenant peut être détenu au nominatif, c'est-à-dire que vous détenez les parts de SCPI directement dans votre patrimoine, tout comme vous détiendriez un appartement. Deuxième possibilité de détention, c'est dans le cas d'une enveloppe d'investissement telle qu'une assurance vie, un contrat de capitalisation, voire un plan d'épargne retraite. Alors on va, je pense, aborder ce premier point, en dire quelques mots, plutôt Brice va en dire quelques mots, et puis je me réserverai la part du lion en disant quelques mots en suivant sur les détentions au nominatif, c'est-à-dire en direct. Ouais. Alors, mais comme on va en parler sur les 4 stratégies, on va le garder peut-être pour la fin, mais retenez qu'il y a 2 façons classiques ou traditionnelles d'investir. En direct dans des parts de SCPI, je détiens donc des parts sociales, un petit peu comme dans une SCI, on l'a dit en introduction, de la même manière que je pourrais détenir un bien immobilier. Les revenus détachés dans ce cas-là des parts de SCPI appartiennent à la catégorie des revenus fonciers. Deuxième possibilité, c'est de loger ce véhicule d'investissement, que sont les SCPI, à travers une enveloppe de capitalisation, que ce soit un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation. Et on va en parler parmi les 4 stratégies d'investissement dans un instant. Du coup, maintenant qu'on a défini ce qu'étaient les SCPI, vous savez, il en existe pléthore sur le marché. J'ai envie de dire, toutes ne se valent pas. Donc, si on devait se poser la question aujourd'hui de quels sont les points de vigilance à observer lorsqu'on veut investir dans les SCPI, on aimerait vous donner là quelques outils, quelques points d'alerte ou de vigilance à observer lorsque vous décidez de franchir le pas. Alors, on va donner quelques notions comme ça. Manuel, je vous propose de démarrer. Ça serait peut-être tout d'abord ce qu'on appelle la taille de la SCPI. On le voit sur le marché, il existe des SCPI de plus ou moins grande taille avec plus ou moins d'historique. Et si je reprends les grands paquebots, pas pour citer de marque, mais plutôt pour donner une échelle de comparaison, une SCPI toute récente qui va collecter quelques millions, quelques dizaines de millions, aura moins de force de frappe qu'une SCPI qui a 15 ans d'historique et qui collecte plusieurs dizaines, voire centaines de millions par an. Donc déjà, la première chose qui pourrait influer sur votre investissement,
en cas de revente, en cas de besoin de liquidité, c'est ce qu'on appelle la taille de la SCPI. Plus j'ai une SCPI importante et plus potentiellement je pourrais libérer mes parts en cas de revente. Et ça, on comprend pourquoi. Alors, ce facteur se mesure par la capitalisation de la SCPI. Si vous devez être amené à investir dans des parts de société civile de placement immobilier, visez cette information que vous retrouverez dans la documentation précontractuelle informative qui est mise à disposition par les sociétés de gestion sur les SCPI qu'elles produisent. Et la capitalisation vous donne une information, en plus de sa date de création, sur l'assise de cette société. C'est un des premiers points à regarder, pas forcément le seul, puisqu'il peut y avoir aussi des SCPI, soit qui ont la volonté d'être de plus petite capitalisation de façon structurelle, soit qui sont en montée en puissance et qui ont à une étape de leur vie une capitalisation plus petite, mais qui ont une force de collecte importante et qui vont arriver à leur rythme de croisière. Petit exemple, une SCPI mature, ça va être 500 millions à peu près, et on commence à être sur des véhicules amiral vers 1 milliard de capitalisation. C'est-à-dire qu'il y a pour 1 milliard, on simplifie, de biens immobiliers à l'actif de ces sociétés. Voilà ce premier critère. Brice, peut-être d'autres critères à évoquer ensemble? Ouais, le deuxième, c'est le taux d'occupation. Sans rentrer dans le détail, on parle d'occupation physique ou financière, mais retenez, pour faire schématiquement, que grosso modo, ça peut refléter la plus ou moins bonne santé de la SCPI. En ce sens qu'une SCPI qui affiche un taux d'occupation faible pourra être investie sur des actifs immobiliers dont les locataires actuellement se détournent. Donc on veillera à sélectionner des SCPI qui ont un ratio, un taux d'occupation au moins égal, voire supérieur à 90%, gage d'un patrimoine immobilier bien situé, bien entretenu et de qualité. Alors ces informations, vous pouvez les retrouver actualisées dans les bulletins trimestriels d'information qui sont mis à disposition par les SCPI, là aussi sur leur site. Vous avez à jour le patrimoine, la capitalisation, mais également le TOF, le taux d'occupation financier de ce patrimoine, qui est une information essentielle. D'autres informations vont apparaître, on va en parler sur ce document-là et sur d'autres. Voilà, les SCPI qui tournent aux alentours de 85, 89, 90, 95% de taux d'occupation financier sont des gages de pertinence et de sécurité. Ouais. Autre notion à mettre en avant, c'est ce qu'on appelle le report à nouveau. Grosso modo, il s'agit de toutes les réserves accumulées par les SCPI au cours des exercices précédents. Il n'est pas rare, et c'est plutôt une gestion saine, de voir des SCPI qui gardent une partie des bénéfices qu'elles font, une fois qu'elles ont reversé la majeure partie aux associés, pour constituer des réserves, une trésorerie pour faire face à un éventuel aléa qui pourrait subvenir. On l'a vu il y a 2 ans, lors de la crise du Covid-19, où certaines SCPI ont pu connaître des aléas sur les versements des loyers de la part de leurs locataires, et donc n'étaient pas forcément capacité à l'instant T de reverser entièrement les loyers aux investisseurs. Mais les SCPI qui auront pris le soin de constituer des réserves suffisantes permettent généralement de traverser ces phénomènes pour lisser le rendement et éviter d'avoir des fluctuations sur le versement des revenus. Manuel, est-ce que vous pouvez rajouter? Oui, à voir. Alors, vous avez parlé Covid, c'est bien aussi de regarder dans le rétroviseur. Alors, comme on dit, les performances passées ne préjugent pas les performances futures, mais le rétroviseur arrière est intéressant à cet égard pour voir comment s'est comporté un placement dans le passé. L'année Covid, l'année 2020, la moyenne de la place, toutes SCPI confondues, a servi à peu près 4,20%, 4,18%. De distribution, sans compter la revalorisation moyenne des parts de plus de 1% cette année-là. Donc, on voit que même sur de mauvaises années au niveau économique, au niveau boursier, qui est l'année Covid, ou même l'année dernière, l'année 2022, était une année très, très perturbée sur les marchés financiers, on a cette constance de rendement des SCPI. Alors, peut-être pas le sujet immédiat, mais ça m'a permis de rebondir dessus, puisque Brice évoquait les reports à nouveau. Ils n'ont pas été entièrement consommés, loin de là, par les SCPI. Certaines ont distribué un petit peu pour lisser la performance et que la distribution sur les comptes bancaires des investisseurs soit toujours équivalente et qu'il n'y ait pas d'à-coup. Mais très peu, en réalité, ont utilisé ces reports à nouveau qu'ils conservent. Alors, ne pas confondre le report à nouveau et les provisions pour gros travaux, qui sont 2 choses différentes. L'un ne sert pas à l'autre. Alors,
Allez, je passe sur un autre critère important, c'est la valeur de chaque immeuble dans la SCPI, le poids de chaque locataire, ou tout du moins des plus gros locataires dans une SCPI. Vous comprendrez bien que si un immeuble pèse 80% de la SCPI et que sur cet immeuble, un locataire pèse 80% des locataires, s'il y a un problème sur cet immeuble ou si ce locataire fait volte-face et décide de partir. Alors oui, contractuellement sur les baux, ce sont des baux, qu'il y a des baux professionnels, des baux commerciaux, il y a des sécurités rédactionnelles, mais on comprend bien que ça peut être préjudiciable pour la SCPI, c'est-à-dire pour vous, investisseurs. On est très vigilant sur le poids de chaque locataire, de chaque immeuble dans la SCPI et de leur diversification. Allez, j'en finis avec ce critère, Brice, peut-être un ou deux autres. Oui, je vois l'ordre, mais la composition du patrimoine, bien évidemment, comme l'a dit Manuel, il faudra faire attention à ne pas avoir des SCPI qui ont une trop forte concentration. On pourra regarder la solidité financière, l'expérience de la société de gestion et enfin la durée des baux. Il s'agit ici de regarder la durée résiduelle qui reste à courir, c'est-à-dire la visibilité offerte par les SCPI sur le versement des loyers futurs. Voilà quelques-uns des critères qu'il convient d'observer lorsqu'on veut investir dans les SCPI. Souvent, on nous pose la question, je crois qu'il y en a une dans le chat, quels sont les meilleurs SCPI? En réalité, il n'y a pas de meilleurs SCPI, même si on essaiera d'affiner la réponse en toute fin de présentation, mais il y a des SCPI qui sont plus pertinentes que d'autres par rapport à déjà ses propres objectifs, mais surtout par rapport à tous les critères que l'on a regardés. Une SCPI qui serait jeune, avec un patrimoine immobilier très concentré, avec peu de diversification, voilà, on comprend en quoi elle pourrait être moins pertinente qu'une autre SCPI qui cocherait toutes les cases que l'on vient de citer. Voilà. Les SCPI, un petit aussi, petite vision du patrimoine des SCPI. Vous allez avoir des SCPI qui peuvent être diversifiés, c'est-à-dire investir tant sur du bureau que sur du commerce, que sur des locaux d'activité, de la logistique ou de l'hôtellerie. Mais vous pouvez aussi avoir des SCPI spécialisés, c'est-à-dire qui vont être que bureau, que commerce, que santé, que logistique. Ça vous permettra aussi de faire un marché selon vos sensibilités et selon montant d'investissement qui est le vôtre pour pouvoir les assortir les unes avec les autres ou aller sur une SCPI diversifiée qui permettra d'avoir un peu de chacune de ces sous-jacents dans son portefeuille. Le bureau est quand même la classe d'actifs la plus représentée dans les SCPI, c'est 80-85% des actifs, toutes SCPI confondues. Bien, comme je l'ai dit, on puisse avoir des SCPI spécialisés sur d'autres thématiques. Ok, il est 19h27. Pour qu'on tienne le quart d'heure ensuite questions-réponses, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sur 4 stratégies d'investissement. Il y en a plusieurs, on les a volontairement limitées à 4 et vous allez comprendre dans un instant qu'on va volontairement les survoler ou en donner quelques points puisque on ne va pas avoir le temps, dans le temps imparti, de rentrer dans le détail. Donc, première stratégie, c'est l'investissement en direct dans des parts de SCPI, non pas françaises, mais européenne. Emmanuel va vous en dire un mot, puisque on l'a dit en introduction, qui dit investissement dans des parts de SCPI dit revenus locatifs, qui appartiennent à la catégorie des revenus fonciers, lesquels peuvent rapidement être pénalisants, surtout à la fiscalité française. Vous savez que le revenu foncier, on va être soumis à la fois aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire les 17,2%, CSG, CRDS, entre parenthèses, et également à l'impôt sur le revenu qui, là, sera fonction de ce qu'on appelle votre tranche marginale d'imposition. C'est-à-dire qu'à chaque euro de revenu foncier que vous allez rentrer va être fiscalisé dans votre dernière tranche de revenus, 11, 30, 41, voire 45%. Donc, on va parler ici de l'investissement en direct dans des parts de SCPI, mais on va se focaliser sur les SCPI qui investissent dans des biens immobiliers détenus à l'étranger. Manuel, je vous laisse la parole. Oui, je ne vais pas être technique et complexe sur le sujet. Pourquoi ces SCPI existent et pourquoi elles existent de plus en plus dans les fabrications des sociétés de gestion? Pour 2 raisons. La première, c'est une raison économique. C'est que la France est le pays de l'immobilier s'il en est. Il y a moins de profondeur de marché en France que sur d'autres pays qui ont peut-être moins cette tradition. Et donc, si on veut des actifs pertinents et rentables, avec des potentiels de levier et de croissance, on va plutôt s'orienter maintenant sur des pays autres que la France. Alors, je rappelle, le véhicule SCPI est un véhicule français contrôlé par les instances de régulation françaises, mais l'immobilier peut être détenu en tout ou partie à l'étranger. Quand je dis l'étranger, ce n'est pas un étranger exotique, c'est souvent l'Europe, zone euro ou livre sterling pour l'essentiel. Même si on peut avoir d'autres devises, mais c'est essentiellement ça que l'on retrouve. Alors, première raison, donc, raison économique. Et puis, seconde raison, une raison fiscale. Brice en a dit quelques mots et je ne vais pas être beaucoup plus exhaustif que lui à ce stade-là de nos échanges. Une raison fiscale,
c'est des revenus fonciers. Le revenu locatif, les revenus des SCPI, les dividendes couverts sont des revenus locatifs et donc taxés comme tels. Dans la catégorie revenus fonciers, vous les déclarez pour les adeptes de la fiscalité dans un imprimé 2044, lors de vos déclarations de revenus en avril-mai. Et donc, vous serez imposé à l'impôt sur le revenu, à votre tranche marginale d'imposition, au barème de l'impôt sur le revenu, d'ailleurs, tranche marginale d'imposition qui apparaîtra cette année pour la première fois sur vos avis d'impôt. Donc, vous serez taxé à votre impôt sur le revenu selon le montant de vos autres revenus du foyer fiscal. Il n'est pas rare d'être à 30, 41 ou 45% d'imposition sur ces revenus-là. Mais à ça, on rajoute les prélèvements sociaux, CSG, CRDS. On arrive donc facilement à la moitié des revenus taxables. C'est-à-dire que sur nos 5% de rendement, il vous en reste 2,5. Bon, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On peut dire que c'est déjà 2,5, tant mieux. Et si on voit le verre à moitié vide, on peut dire comment faire pour optimiser la fiscalité de ce placement qui, ma foi, est des plus attractifs. On a vu que dans la colonne des pour, il y a beaucoup d'avantages. Dans la colonne des contre, il y a celui-ci, la fiscalité. Ces investissements en Europe nous permettent, en plus de l'intérêt économique que cela représente, nous permettent d'optimiser la fiscalité, puisque d'une part, comme l'a dit Brice, on ne sera pas assujettis aux prélèvements sociaux, d'une part, et d'autre part, la fiscalité sera celle du pays de situation de l'immeuble, donc bien souvent moins élevée qu'en France, et il n'y aura pas de taxation en France. Astérix ici, il y aura un frottement fiscal, mais il n'y aura pas de fiscalité à proprement parler en France, ce qui fait que l'on peut réduire aisément de moitié la fiscalité sur ces véhicules-là et donc avoir un rendement bonifié chaque année. Voilà pour cette typologie de placement, c'est-à-dire détenir des parts de SCPI en direct, au nominatif, en pleine propriété, puisque oui, pour avoir des revenus, il faut avoir de la pleine propriété, ce qui me permet maintenant d'orienter nos échanges sur un autre type d'investissement, ou plutôt devrais-je dire deux autres types d'investissements. Là aussi, je n'ai pas entré dans un cours de droit fastidieux, 19h30, on a tous faim et on est fatigué, mais on peut également investir en part de SCPI, non pas en pleine propriété, c'est-à-dire qu'on a la revalorisation de la part et les loyers, les dividendes, mais on peut investir l'un ou l'autre, c'est-à-dire que l'on peut acheter sur une durée donnée, de 3 à 20 ans en général, soit que les loyers, on n'achète que les loyers, soit au contraire, on se prive des loyers pendant une durée donnée et on les retrouvera au terme de la durée fixée. Et donc, un même investisseur, Brice et moi, décidons d'acheter qui pour lui l'usufruit, qui pour moi la nue propriété sur une durée de 10 ans. Il va mettre 35 €, je vais mettre 65 € sur la table et à nous deux, on va acheter une part qui vaut 100 €. Alors moi, j'aurai le droit d'attendre. J'aurai le droit d'attendre 10 ans pour avoir à terme mes revenus locatifs et lui, il va jouir de ses loyers pendant 10 ans sur une valeur de 100 €, donc il aura ses 5% de rendement tous les ans pendant 10 ans. Voilà une autre façon d'investir dans les parts de SCPI. Alors, pourquoi faire plus l'un que l'autre? Pourquoi investir en pleine propriété, en propriété, en usufruit? Là aussi, je vais être très, très schématique. On investit en pleine propriété quand on a le souhait d'avoir des revenus immédiats ou quand on investit à crédit, parce que oui, on peut investir à crédit dans les parts de SCPI, on n'est pas obligé d'investir par capitaux propres sur ces deniers, on peut le faire, mais ce n'est pas une obligation, je l'ai dit, c'est l'immobilier, on peut donc emprunter, on peut souscrire un contrat de prêt immobilier pour cela. Donc, on peut acheter, c'est pas en pleine propriété quand on a besoin de revenus complémentaires immédiats ou quand on investit en pleine propriété. Mais si on n'a pas besoin de revenus maintenant, par exemple, on part à la retraite dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, on va souscrire en nue propriété parce qu'on a un petit pécule à investir et on souhaite le mobiliser de façon efficace. Et bien voilà, une très bonne façon de l'investir. On achète moins cher, donc on peut avoir plus de parts et on aura donc plus de revenus quand on aura besoin, c'est-à-dire à la retraite. Alors, qui achèterait de l'usufruit? C'est plutôt, en général, une société pour placer sa trésorerie excédentaire, plutôt qu'investir sur des livrets d'épargne ou des comptes à terme assez mal rémunérés, ma foi. Acheter ces parts de SCPI en usufruit permet d'avoir un revenu complémentaire immédiat et plutôt attractif pour une trésorerie d'entreprise. Là aussi, comme dans toute stratégie, précaution à prendre dans ces types d'investissements, mais qui sont des grands marronniers de la gestion de patrimoine. Je ne sais pas si j'en ai dit trop ou pas assez, Brice, dites-moi, je continue ou je m'arrête. Alors, vous en avez dit beaucoup. Alors, je suis désolé, on signale dans le chat qu'à chaque fois que je reprends la parole, il y a des problèmes de son, et moi aussi, je les entends. Je suis désolé de cette perturbation. On a testé juste avant le live et tout fonctionnait très bien. Ça doit venir de
de mon installation, je m'en excuse. Deux notions sur lesquelles revenir, puisque un nombre de droits, vous les maîtrisez parfaitement, l'usufruit, la nue-propriété, je voulais simplement revenir sur ces deux notions essentielles. Rapidement, retenez que en droit français, la propriété est caractérisée par la notion dite de pleine propriété, en ce sens que lorsque vous achetez un bien, vous êtes plein propriétaire, vous disposez de l'ensemble des droits attachés à ce bien, c'est-à-dire que vous pouvez y habiter, vous pouvez le louer et vous pouvez le vendre. Ces trois attributs, en réalité, sont répartis en deux notions qui ont été évoquées par Manuel. L'usufruit, d'un côté, qui est le droit d'user de la chose, c'est-à-dire d'y habiter et d'en percevoir les fruits. Et enfin, la nue-propriété, qui est le droit de disposer de la chose à terme. Et lorsqu'on investit dans l'immobilier, j'ouvre la parenthèse, hors SCPI, lorsque j'achète un bien immobilier, un appartement, eh bien, je peux soit acheter la pleine propriété, soit que l'usufruit, et ou soit que la nue-propriété. En fonction des objectifs qui sont les miens, pouvoir habiter le bien à terme ou pouvoir maximiser la rentabilité de mes investissements pendant un certain temps, et ou pour me constituer un patrimoine à terme, eh bien on comprend là que le premier se dirigera vers la pleine propriété de part de SCPI, le deuxième vers l'investissement en usufruit par exemple, quant au troisième qui n'aura pas besoin de générer des revenus complémentaires pourra investir seulement dans la nue propriété du bien. Je renvoie ceux qui souhaitent plus d'informations directement sur le site www.leclubdelinvestisseur.com. Vous avez des schémas et des vidéos qui vous expliquent un petit peu la pleine propriété, ce qu'on appelle le démembrement, le fait de décomposer la pleine propriété de bien. Voilà. Donc, ça fait déjà 3 stratégies. Il est 36 et je ne veux pas être tenu uniquement à l'horloge, mais on va parler de la dernière stratégie. Ensuite, on répondra plutôt à vos questions pour pouvoir rentrer dans le détail de ce qui vous intéresse. Donc, 4e stratégie, on va parler de l'investissement dans des parts de SCPI à travers une enveloppe assurantielle, que peut être un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation. Je vais introduire les propos, Manuel, vous allez poursuivre, mais vous avez bien compris qu'en fonction de votre propre situation personnelle, eh bien, la fiscalité détachée des revenus fonciers peut être pénalisante, notamment dans le cas des SCPI qui sont investis uniquement sur le territoire national, puisqu'on a vu dans la première stratégie que pour les SCPI européennes, eh bien, il y avait des avantages d'un point de vue fiscal. Eh bien, dans le cas où votre fiscalité serait pénalisante, eh bien, on pourrait venir loger les SCPI au sein d'un contrat d'assurance vie et donc se soustraire de la fiscalité des revenus fonciers au profit de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers. Je vais prendre un exemple très concret et parlant. Lorsque j'investis 100 000 € dans des parts de SCPI, qui me rémunèrent, allez, prenons la moyenne base du marché, 4,5 de rentabilité, ça veut bien dire que chaque année, je vais percevoir 4 500 € de revenus locatifs, lesquels seront fiscalisés, 17,2 de prélèvements sociaux, on a vu, plus la TMI. Donc, rapidement, la moitié peuvent être subtilisés par notre cher État français. Le même type d'investissement qui aurait le même type de rentabilité, pour avoir des choses comparables. Je vais investir dans un contrat d'assurance vie, lequel sera investi dans des parts de SCPI qui me rapportent 4,5% net. Attention, particularité, lorsque j'investis dans un contrat d'assurance vie, il y a des frais de gestion qu'il faut soustraire. On va partir du principe que la SCPI rapportait 5,5%, moins 1% de frais de gestion, pour faire très simple, vous retirez 4 500 € d'intérêt annuel. La magie de l'assurance vie, et je vais essayer de l'illustrer en partageant l'écran, ça sera peut-être plus parlant, c'est que la fiscalité attachée sur les retraits que vous allez effectuer, elle ne sera tenue compte uniquement sur la quote-part des intérêts contenus dans votre rachat. Alors comme ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. Je vais essayer, si je peux partager mon écran, de le faire de suite. J'aurais dû le faire juste avant. Si ça veut bien marcher. Excusez-moi pour ce contretemps. Ça ne va pas marcher, c'est pas bien grave. Je voulais vous partager la formule de calcul, je vais essayer de vous la faire a cappella. Lorsqu'on veut calculer la fiscalité lors d'un retrait sur un contrat d'assurance vie, dans mon exemple, eh bien en réalité, 4 500 € de revenus que je vais retirer sur un capital placé de 100 000 €, ça ne va me générer que 193 € d'intérêt taxable. Et c'est là toute la magie de l'assurance vie, c'est que d'un côté, vous allez bien constituer un revenu conséquent, 4 500 €, mais plutôt que d'être fiscalisé sur l'entièreté de ces revenus, en réalité, si je vais prendre un camembert, 100 000 € placés, l'année N+1, vous avez 104 500 €,
vous décidez de retirer une petite part du camembert, les fameux 4 500 €, eh bien, je vais uniquement être fiscalisé sur la partie des intérêts composés dans mon rachat. Dans mon exemple, le calcul, je vous l'évite, ça fait 193 €. Donc, c'est sur ces 193 € que vont s'appliquer l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Généralement, on opte pour la flat tax. Pour les non-initiés, c'est un prélèvement forfaitaire qui équivaut à 30%. 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux. Manuel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cet exemple? Non, c'est parfait. Et je trépigne d'impatience d'avoir quelques questions et échanges avec la salle. Donc, je pense que si on a fait le tour de notre sujet de présentation du jour, on peut passer aux interactions. Hautemann, on va vous laisser récapituler l'ensemble des questions, nous les donner à l'oral, et puis on va essayer d'y répondre dans les 10-15 minutes qui viennent. Si on n'a pas le temps de répondre à tout, on reviendra vers vous en direct, et on vous invite à faire de même si vous avez des questions plus poussées. C'est parfait. Merci à vous. Merci Brice, merci Manuel pour cette présentation. C'était clair. Donc, passons aux questions. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On va commencer par la première question de Soumaya. Donc, quels sont les meilleurs SCPI où investir? Alors, oui, j'avais pris l'exemple tout à l'heure. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question. C'est toujours compliqué de répondre à cette question, puisque déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par meilleur SCPI. Souvent, on a l'habitude de regarder le rendement facial, ce qu'offre la SCPI en taux de distribution. Et là, on a vite fait de dire qu'une SCPI qui distribue du 7% est meilleure qu'une SCPI qui distribue du 4%, par exemple. Alors, je pense que c'est faire une erreur que de se concentrer uniquement sur le rendement facial de la SCPI, c'est-à-dire celle qu'elle puisque déjà retenez une règle fondamentale en matière d'investissement, c'est que il y a toujours une notion de risque. Et c'est comment, ou plutôt pourquoi une SCPI peut distribuer 7% quand la moyenne du marché se situe plutôt aux alentours des 4%. Donc, quand on parle d'investissement immobilier, il y a immobilier derrière, donc toutes les immobilisations que l'on va voir, c'est-à-dire les murs et les toits. Donc, ce qui va faire la valorisation d'un investissement, Manuel l'avait dit, c'est deux choses. Non seulement les revenus qui sont distribués, trimestriellement, on l'a vu, mais également la valorisation de vos parts, puisque vos parts de SCPI vont refléter à l'instant T la valorisation du patrimoine détenu par les SCPI. Et si on regarde sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est vrai que les SCPI ont plutôt tendance à s'apprécier dans la durée. Or, ce que je constate, moi je ne suis pas commercialisateur de parts de SCPI, c'est que celles qui offrent le plus de rentabilité sont celles qui revalorisent le moins leur part, que ce soit en pourcentage et ou sur la durée. Et ça s'explique par un phénomène très, très classique. Il y a des SCPI plus jeunes, plus récents, de plus petite taille, qui vont investir sur des actifs situés parfois dans des zones géographiques un peu moins tendues, en périphérie, dans des gros actifs commerciaux, des dépôts, etc. Bref, des actifs qui vont cracher ce qu'on appelle littéralement du rendement, mais pour lequel derrière la valeur patrimoniale sera scalée à l'instant T, mais pour lequel on aura du mal à entrevoir de la valorisation dans le temps. Quand d'autres SCPI feront le choix de la qualité géographique des actifs détenus, je prends des grosses SCPI investies dans le triangle d'or à Paris, on comprend que la valorisation au mètre carré de ces biens fait que forcément, ramené au revenu, on ne peut pas avoir des taux de rentabilité. Ça, c'est d'un point de vue strictement mathématique. Donc, si je devais donner un premier élément de réponse, quelle est la meilleure SCPI? C'est à vous de voir. Est-ce que vous privilégiez le rendement au détriment peut-être de la valorisation de votre patrimoine dans le temps, et ou est-ce que vous avez une approche plus prudente et vous recherchez un rendement moyen stable entre 4 et 4,5%, et par contre vous recherchez une forte valorisation à terme avec des plus-values. Et là peut-être qu'il faudra se concentrer sur des SCPI qui investissent vraiment dans des cœurs de métropole, dans des hypercentres, dans des actifs immobiliers qui font que leur valeur intrinsèque sera bien, il sera beaucoup plus difficile de les dévaloriser que d'autres actifs immobiliers qui offriraient plus de rendement. Voilà, j'illustrerai ce que vous dites, Brice. Il y a 4 grands segments d'investissement dans ces immobiliers professionnels. Vous avez ce qu'on appelle le core, CORE, central, le core plus, le value add et l'opportuniste. Les SCPI traditionnellement investissent en core, voire core plus. Mais plus on va vers des actifs core plus, value add ou opportunité, plus on va être sur des actifs
à fort rendement et on revient toujours sur notre couple rendement-risque. C'est indissociable, hein, ça va toujours ensemble. Et bien, plus le rendement sera élevé, plus le positionnement, la qualité des actifs, la qualité des locataires sera peut-être moins prime, moins de premier plan. Et puis, une SCPI doit avoir la capacité à distribuer du rendement maintenant et dans le temps. C'est un actif immobilier, n'oublions pas, c'est donc un actif long terme. L'autorité des marchés financiers nous le dit, il faut une détention de moins 8 à 10 ans. Un placement de trésorerie. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 2-3 ans devant vous, on n'ira pas sur cette typologie d'investissement. Donc, il faut que la SCP puisse distribuer du rendement maintenant et dans le temps. Quelle est cette capacité-là? Et on va avoir des événements qui vont arriver, on les a d'ailleurs déjà, les travaux qu'il va falloir faire dans ces biens immobiliers, les travaux qu'il fallait anticiper, qui l'ont été ou qui n'ont pas été, soit l'application du décret tertiaire qui va, comme pour l'habitation, entraîner des obligations de remise en état énergétique et le respect des critères ESG. Ça va coûter très cher. Est-ce que les actifs en sont capables? Quel va être le coût? Est-ce que ça a été provisionné? Comment ça va être anticipé? Bon, tout ça est à mettre dans la balance, tout du moins, si vous le désirez. Ok. Autre question pour d'attention pour la première. Alors, allez, je continue parce que je vois une question, la valeur de reconstitution, critère ou pas, ben, ça rentre un peu là-dedans aussi. Hein. La valeur de reconstitution pour les néophytes, qu'est-ce que c'est? C'est si la SCP devait vendre tout son patrimoine, devait le racheter demain avec tous les frais et les frottements accessoires inhérents à l'achat de ce patrimoine immobilier, qu'est-ce que ça vaudrait? Ben, c'est ça la valeur de reconstitution. On doit reconstituer le patrimoine de la SCP. Cette notion est importante. Parce que si on a une valeur de reconstitution qui est inférieure à la valeur de souscription, à la valeur à laquelle vous allez payer, ça veut dire que le patrimoine vaut moins cher que ce que vous allez payer. Au contraire, si vous avez une valeur de reconstitution qui est supérieure à la valeur de souscription, vous allez payer un patrimoine moins cher que ce qu'il vaut en réalité. Alors ça, c'est un premier indicateur, mais allez, je vais vous donner une astuce si vous le souhaitez, ce sera le cadeau du jour. Il y a une obligation légale. Si la valeur de reconstitution dépasse 10% de la valeur de souscription, la SCP a l'obligation de revaloriser ses parts. Regardez toujours cette valeur de reconstitution, c'est intéressant. Si elle approche les 10%, vous savez qu'elle va être revalorisée à court terme, mais ça peut être bien de prendre la vague à ce moment-là. Voilà. Deux SCPI d'égale qualité, peut-être privilégier un peu plus celle qui risque de revaloriser, puisque vous allez prendre une augmentation de la valeur de votre patrimoine de façon effective et de façon contractuelle immédiatement. Voilà. Allez, je me tais et je redonne la parole. Othman, d'autres questions? On a une autre question. Pourquoi investir en SCPI et pas en OPCI? Pourquoi investir en SCPI et pas en OPCI? Ok. Alors, OPCI, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ce sont les organismes de placement collectif dans l'immobilier. En réalité, ce sont des cousins, voire des faux jumeaux des SCPI. Quand une SCPI a l'obligation de détenir au moins 95% d'immobilier physique, pour ne pas dire 100%, un OPCI, lui, détiendra 60% d'actifs immobiliers physiques et 40% à travers une poche de liquidité. C'est-à-dire qu'à côté des actifs immobiliers traditionnels, la société de gestion aura toute latitude pour investir dans des actions, dans des foncières cotées, pourquoi pas, pour diversifier ses investissements. Donc, la différence que l'on y voit ici, c'est déjà en termes de liquidité. Un OPCI offre plus de liquidité qu'une SCPI, en ce sens qu'il est beaucoup plus facile de vendre une action d'une société, d'une entreprise, plutôt que de vendre un bien immobilier en direct. Et ça, on le comprend aisément. Du coup, la différence, ou plutôt pour répondre à la question, pourquoi investir dans l'un plutôt que dans l'autre, je dirais que les SCPI vont intéresser les particuliers qui vont chercher une certaine stabilité et récurrence dans les revenus, quant aux investisseurs en OPCI vont rechercher peut-être un potentiel de rendement supérieur à long terme en contrepartie d'une fluctuation de leur épargne. On comprend aisément pourquoi. Lorsque j'ai 40% investi sur des actifs financiers, je suis soumis aux aléas des marchés financiers, aux différentes crises. 2022 avec la crise et la guerre en Ukraine, 2020 avec le Covid-19, nous ont montré, pour les événements à court terme, que les OPCI sont soumis quand même à des fluctuations beaucoup plus importantes, avec même des rendements négatifs les années de crise. Donc, pourquoi investir dans l'un plutôt que dans l'autre? En réalité, encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Si vous privilégiez les revenus stables et récurrents immédiats,
allez sur les SCPI. Si vous cherchez à diversifier davantage et offrir davantage de liquidité à vos investissements, peut-être intéressez-vous aux EPCI. Oui, et rajouter également que l'on ne peut pas financer ces parts d'OPCI à crédit. C'est considéré en nomenclature comme un actif financier, non pas comme un actif immobilier, où la SCPI peut être financée à crédit pour sa nature immobilière. Ok, allez, on va essayer de répondre à deux autres questions parce que je vois qu'on a dépassé le format des 45 minutes. C'est vrai, c'était court. On essaie de vous donner un maximum de notions, mais deux dernières questions peut-être, Otman. Deux dernières questions, oui. Si vous aviez une SCPI à me conseiller, laquelle serait-ce? Alors, je ne veux pas balayer la question, mais on revient sur quelle est la meilleure SCPI. En réalité, on pourrait en nommer plein. Et moi, il n'y en a pas une que je préfère. Et au contraire, quand bien même ce sont des véhicules d'investissement qui sont déjà diversifiés, on peut, en fonction du montant que l'on a alloué, de ses objectifs, de son appétence dans tel ou tel secteur, eh bien, se constitue une allocation des SCPI. Donc, je ne vais pas me risquer à donner le nom d'une seule SCPI parce que ça ne voudrait pas dire grand-chose en réalité. Et puis, si on vise plutôt des SCPI en Europe, on ne s'orientera pas de la même façon que si on vise des SCPI franco-françaises investissant sur notre territoire. De même que si on recherche des SCPI à souscrire en nue propriété, on a des critères de sélection au cabinet spécifiques, comme avec les confrères et consoeurs, bien sûr, de sélection de ces actifs-là selon certaines clés qui vont être plus favorables à l'usufruit ou à la nue propriété. Selon que l'on investisse 20, 50, 100 000 ou 500 000 euros, là aussi, on ne mettra pas le même nombre de SCPI et on ne sélectionnera pas les mêmes SCPI les unes avec les autres. Donc, c'est vraiment un travail sur mesure et c'est là où la patte d'un professionnel, idéalement du patrimoine, comme je le suis et avec des confrères et consoeurs, peut vous apporter un vrai plus dans la construction de votre portefeuille et de façon plus générale dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux. Parfait. Okay. Passons à la dernière question pour ce webinaire. Encore désolé pour la qualité du son. Je n'ai pas entendu la question. Pourquoi passer par vous plutôt que de passer par une société de gestion? Alors, Brice. Allez-y, Brice. Je peux introduire. Alors, comme vous avez compris, le club, nous, on est uniquement la plateforme d'information, donc on n'a pas à commercialiser de paires de SCPI. C'est pour ça d'ailleurs que je ne voulais pas me risquer à vous donner un nom. Pourquoi passer par un intermédiaire, un CGP en l'occurrence, comme M. Villanueva, plutôt qu'en direct? Bien pour plusieurs choses. Déjà, l'expérience du bonhomme qu'il y a en face. Son historique sur le marché, on a vu, il y a plein de critères, plein de points de vigilance observés lorsqu'on veut investir dans des SCPI. Donc, sauf à devenir un as du marché, à tout étudier, à tout comparer, eh bien déjà, on a l'œil de l'expert qui a le statut de CIF, qui est donc à la fois conseiller, mais aussi indépendant dans le fait de pouvoir sélectionner l'une ou l'autre des SCPI. Il faut savoir qu'un CGP fonctionne comme un courtier, il va avoir accès à l'ensemble de l'offre disponible dans le marché. Donc lui, il n'a aucun intérêt peut-être de sélectionner une SCPI plutôt qu'une autre, puisqu'il va chercher celle qui colle au plus près de vos objectifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le suivi qui va pouvoir opérer à vos côtés sur le long terme pour ajuster les préconisations qu'il a pu vous faire. Aujourd'hui, compte tenu de l'état du marché, des opportunités de votre situation, ce sont telles SCPI qui vous a recommandé, mais peut-être que dans 3, 4, 5 ans, eh bien, les conseils qu'il vous a donnés aujourd'hui s'avéreront peut-être différents dans le temps. Donc, il y aura d'autres opportunités à saisir. Et là, votre conseiller sera là à vos côtés pour les saisir avec vous. Et enfin, c'est annuellement les déclarations fiscales. On le sait, en France, au gré des réformes, on a de nouvelles subtilités qu'il ne faut pas louper. Il faut pouvoir renseigner ses revenus dans les bonnes cases, les déclarer comme il faut. Les SCPI de droit français ne se déclarent pas de la même manière que les SCPI de droit européen. Donc là, l'obligation de suivi que va opérer votre conseiller à vos côtés fera que chaque année, il pourra vous assister sur les déclarations fiscales. Donc, ensuite, en termes de... Je vais rajouter aussi quelque chose. Voilà. C'est que vous passiez par un conseiller comme moi, ou que vous passiez en direct, le prix de la part, c'est le prix de la part. Ce n'est pas nous qui le fixons. Il est fixé par un statut de gestion en fonction de la valeur réelle de l'immobilier qu'il y a derrière, selon des experts évaluateurs indépendants, et le prix d'une part est le prix d'une part. Il ne varie pas, même pas d'un centime d'euro que vous passiez en direct par n'importe quel autre acteur de la place, moi y compris. Ou par n'importe quel canal. Donc ça, c'est un premier point important. Et comme
l'a dit Brice, vous avez en amont l'expertise d'un professionnel qui va savoir ausculter votre situation et vous guider sur le bon choix patrimonial stratégique, puis rechercher là où les meilleurs SCPI, les assortir les unes avec les autres, vous accompagner dans la mise en place de la souscription qui parcours du combattant et le suivi dans le temps, notamment fiscal. Voilà, un cabinet comme le mien, et bien sûr, je ne suis pas le seul, hein, je vais faire preuve d'immodestie. On travaille avec toutes les sociétés de gestion, avec toutes les SCPI de la place, on les audite en permanence et au cabinet, c'est 30 millions par an de SCPI recommandés à l'ensemble de nos clients. Voilà, donc on a une expertise, je pense, notable, comme beaucoup de professionnels du patrimoine de la place qui sont très, très sérieux et qui sauront vous accompagner pour un coût en termes de prix de part identique. C'est parfait. Merci. Merci. Ce webinaire touche à sa fin. Hein. Nous avons débordé un peu, mais c'est pas bien grave. C'était constructif. Donc, merci à vous pour votre participation. Merci à nos intervenants hein, pour la qualité de ces échanges. Vous recevrez le replay par email et vous pourrez à ce moment-là, si vous le souhaitez, hein, si vous souhaitez réserver un créneau de 30 minutes, donc un échange privé avec l'un des intervenants, nous faire un retour par mail pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous. Je note, on vous enverra le petit guide de l'investisseur qui résume 17 façons d'investir dans l'immobilier. Un petit livre de chevet si vous voulez creuser d'autres sujets que ceux liés au SCPI. Voilà, merci à vous. Bonne soirée et bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.